Donc salut tout le monde, comme promis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais répondre donc à vos questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur Facebook. J'ai pris des notes et donc n'oubliez pas aussi que à la fin de cette vidéo, bien évidemment, je vais vous mettre des liens en barre d'infos. J'insiste à aller consulter les liens en barre d'infos parce qu'il arrive que des fois, des abonnés me posent des questions auxquelles j'ai déjà répondu en barre d'infos. Donc, ça va être très important d'aller consulter les liens que j'aurais mis en barre d'infos pour avoir vraiment des descriptions sur tout ce que je viens de dire, pour avoir plus d'informations sur tout ce que je viens de dire. Donc, je vais commencer par en ordre, bien évidemment. La personne m'a demandé comment, en fait, dans le fond, là, la vidéo, c'est la question c'est comment présenter un permis de travail ouvert. J'ai comme pris vraiment le sens même de sa question, quoi. Donc, comment présenter un permis de travail ouvert quand on est vraiment à l'extérieur du Canada. Sachez que le permis de travail ouvert, vous pouvez l'obtenir de deux manières. Soit vous êtes au Canada déjà, ou soit vous êtes à l'extérieur du Canada. Et moi, cette vidéo va plus parler quand on est à l'extérieur du Canada, par exemple au Cameroun. Donc, première chose, il faut que vous sachiez si vous remplissez ou non les critères d'admissibilité qui sont donc le fait de prouver à l'agent d'immigration qu'une fois que vous aurez eu votre permis, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez eu votre permis de travail, ok? Mais une fois que vous aurez terminé votre contrat de travail, vous allez pouvoir retourner dans votre pays. Et ensuite de ça, il faut que vous prouviez que vous n'avez pas de casier judiciaire et que donc vous ne présentez pas une menace pour la sécurité du Canada. Il faut que vous soyez en bonne santé et aussi que vous travaillez pour un employeur qui est admissible et non pour un employeur qui est inadmissible. Les employeurs qui sont inadmissibles sont des employeurs là qui vont embaucher les gens pour faire des massages érotiques, pour danser dans des cabarets ou pour, je sais pas, faire un travail de nudité, quoi. Ça, c'est déjà déclassifié d'office. Donc, le reste des employeurs, donc, qui sont, je dirais, des emplois respectables, eux, ils vont être plus admissibles, donc, et les gens qui vont pouvoir y travailler peuvent bénéficier d'un permis de travail ouvert. Ensuite de ça, il faut que vous soyez donc en mesure de satisfaire vos besoins financiers, que vous soyez capable de vous occuper de vous financièrement et de vous occuper aussi des membres de famille qui vont venir avec vous, que ce soit vos enfants, votre femme ou votre époux si vous êtes une femme ou votre conjointe, peu importe. Et ensuite aussi, vous devez savoir que selon le lieu d'où vous venez, vous pouvez donc faire objet des critères d'admissibilité plus personnalisés, ok, au niveau du bureau des visas. Sachez que le bureau de visa, lui, il va avoir d'autres exigences par rapport à certains pays. Donc, il faut que vous soyez aussi admissible au niveau du bureau des visas. Vous pouvez certes être admissible au niveau des critères pour avoir le permis de travail ouvert, mais si vous n'êtes pas admissible au niveau du bureau des visas, donc ça se pourrait que vous ne pouvez pas avoir votre permis de travail ouvert. Et aussi, pour ce qui est des informations vraiment pour remplir ou faire vraiment une demande de permis de travail ouvert, allez consulter le lien que je vous aurai mis en barre d'infos. La première page qui va s'afficher, c'est vraiment tout ce qui concerne les critères d'admissibilité, les critères d'exclusion et tout. Et ensuite de ça, vous allez avoir un lien où c'est écrit faire une demande. Vous cliquez sur ce lien-là. Ce lien-là va pouvoir vous donner la possibilité de choisir si vous êtes à l'extérieur du Canada ou à l'intérieur du Canada. Une fois, par exemple, vous aurez sélectionné à l'extérieur du Canada, vous allez voir une autre ligne qui va s'ouvrir, va vous demander de spécifier le pays dans lequel vous êtes. Vous mettez une fois de plus, par exemple, le Cameroun et vous allez avoir tous les critères, toutes les exigences qui font partie des personnes qui vivent au Cameroun. Si jamais vous remplissez les critères, donc vous pouvez
faire votre demande. Et pour faire votre demande, vous allez avoir une autre ligne en dessous de la page qui s'était ouverte au début. Vous allez avoir, c'est écrit « Créer un compte ». Allez-y, créez votre compte. Rappelez-vous du mot de passe et une fois de plus, remplissez les formulaires et les exigences qu'ils vont vous demander. Ça se pourrait aussi qu'ils vous demandent de donner les données biométriques, mais rassurez-vous que vous allez toujours avoir un petit guide à côté qui va vous expliquer comment faire des données biométriques, où aller les faire, combien de durée, combien de temps ça va prendre pour que vous puissiez enfin avoir votre permis de travail ouvert. Donc, c'est très important, je le dis une fois de plus, d'aller vraiment consulter et lire les liens en barre d'infos. Si vous voulez avoir votre permis, ça ne coûte rien de lire les liens, de consulter les liens. Vous allez avoir plus d'informations que moi, je ne pourrais pas vous donner au complet. Donc, c'était ça pour le permis de travail ouvert. La deuxième question concernait plus le salaire des infirmières ici au Québec. Je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je l'ai dit aussi dans ce direct que j'ai fait cet après-midi, mais la personne voulait vraiment un comparatif entre les dollars canadiens et les francs CFA. Puis moi, j'ai pris donc le salaire basique qui est vraiment le salaire de base pour une infirmière qui œuvre au niveau du public, qui revient à 24 $ de l'heure. Et quand on vérifie donc les échanges monétaire en ce moment, 24 $ de l'heure équivaut à peu près à 10 427,17 francs CFA. Donc, 10 425 francs CFA de l'heure. Mais sachez aussi que le salaire va avec le coût de la vie. Okay? Certes, 10 000 par heure, ça a l'air beaucoup, 10 000 francs CFA au niveau du Canada, au niveau de l'Afrique, ça a l'air vraiment waouh, mais par rapport à pas à la qualité de vie, mais par rapport au niveau de vie, 24 $ de l'heure ici, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Et ensuite de ça, la troisième question concernait plus vraiment la formation en comptabilité. Est-ce que la personne voulait savoir si c'était possible pour elle de travailler et de payer les frais de scolarité par tranche? Moi, je vais t'expliquer. Quand tu viens étudier au Canada et que tu veux travailler en même temps au Canada, ce qui se passe, c'est que déjà pour étudier, il faut que tu étudies à temps complet. Et lorsque tu étudies à temps complet, tu as droit en tant qu'étudiant international de travailler à temps partiel, soit 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, donc temps partiel. Mais si tu as beaucoup de cours, je te recommande 15 heures par semaine. Maintenant, ce travail-là que tu vas faire 15 heures par semaine, je ne pense pas que tu vas vraiment être en mesure de payer tes frais de scolarité. Ici, les frais de scolarité, ce n'est pas chaque mois qu'on les paye. On paye au début des sessions. Par exemple, si tu t'es inscrit en comptabilité, par exemple au Cégep, tu vas avoir 2 sessions la première année. La session d'automne et la session d'hiver. Pour la session d'automne, par exemple, si tu dois payer 10 000 $, tu vas payer en 2 tranches. Tu peux payer une première partie au mois de novembre et une deuxième partie au mois de décembre. Ça, c'est juste un exemple. Mais tu ne vas pas payer octobre, en novembre, en décembre. Ce n'est pas chaque mois, c'est en 2 versements. La première partie, tu l'as payée en novembre. La deuxième partie, tu vas la payer en décembre. Donc là, ça va être fini pour la session d'automne. Au niveau de la session d'hiver aussi, tu vas payer en 2 versements. Donc, si tu dois payer 10 000 $, tu vas payer 5 000 $ au début de janvier et 5 000 $ à la fin du mois ou au début du mois de février. Donc, c'est ça. Les frais ici sont repartis par session et tu ne peux pas payer par mois, tu payes par 2 tranches par session. Et si tu fais 20 heures par semaine, ça ne va pas vraiment pouvoir combler tes frais de scolarité, les livres, les déplacements, la nourriture, le logement et autres. Donc, essaie de revoir un peu la programmation de ce côté-là. Ensuite de ça, pour ce qui est du deck back, la personne m'a demandé est-ce que si jamais je fais 3 ans au niveau du deck
Et ensuite de ça, je complète 2 ans au niveau du bac, ce qui fait 5 ans. Est-ce que je pourrais avoir ma résidence permanente? Moi, je vais te dire ceci. Premièrement, lorsque tu vas faire tes 3 ans de cégep, que tu as terminé ton DEC, que tu as fait ton examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, que tu as eu ton permis d'exercice et que tu œuvres désormais comme infirmière, tu peux demander ton permis de travail. Une fois que le permis de travail est accepté, tu vas travailler un certain temps, ok? Tu peux, en fait, en même temps que tu as eu ton examen, tu peux aussi continuer au DEC bac, ok? Mais tu ne peux pas passer du permis d'études directement à la résidence permanente. Pendant tes 3 ans que tu fais, tu travailles avec un permis de travail, bien sûr, et en même temps, tu peux commencer ta résidence permanente, la demande de ta résidence permanente. Et là, l'immigration va évaluer, voir des critères, si tu es admissible ou pas. Bien évidemment, si tu es dans le domaine de la santé, le domaine de la santé cherche le personnel, je pense que ça va marcher. Moi, je suis positive. Et en voyant un peu ce qui se passe ici, je te dirais go, vas-y. Donc, tu fais ta demande de résidence permanente. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, mais rappelle-toi toujours d'aller mettre à jour tes informations au niveau d'immigration. Et donc, en gros, ça ne t'empêche pas que 3 ans après ton DEC, que tu fasses tes 2 ans du DEC bac, mais ce qui est préférable que tu demandes un permis de travail après tes 3 ans, que tu commences déjà à travailler et en même temps faire ton bac. Donc, c'est ça. Parce que tu ne peux pas directement passer du permis d'études directement à la résidence permanente à moins que tu te sois marié avec quelqu'un qui a la citoyenneté canadienne ou qui est résident permanent aussi. Mais je te recommande qu'après tes 3 ans de cégep en soins infirmiers, que tu demandes un permis de travail et ensuite de ça, tu vas continuer à ton bac parce que non seulement tu vas avoir une formation au Canada, de l'expérience de travail et ça peut soutenir vraiment ton dossier pour la demande de résidence permanente. Ensuite de ça, la 5e question concernait plus la formation en génie civil. La formation en génie civil se donne à peu près partout au Canada, partout au Québec, que ce soit dans les cégeps ou dans les universités. Mais moi, je vais te parler plus du baccalauréat en génie civil ici à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est un programme qui a 120 crédits. Ok, ça équivaut à peu près à 2 ans, 2 ans et demi de formation. C'est un programme qui est non contingenté, c'est-à-dire que le nombre de places disponibles n'est pas limité et les admissions vont se faire plus aux sessions d'automne et aux sessions d'hiver. Je te mettrai en barre d'infos vraiment l'information qui concerne les préalables. Mais pour ce qui est vraiment des critères d'admissibilité, il faut que tu aies ton DEC ou équivalent. Mais si tu as déjà un bac international, donc c'est très complet, tu peux rentrer dans le programme. Pas de problème. La 6e question, en fait, concernait plus les frais de scolarité en médecine au niveau de l'Université de Toronto. Sache que j'ai fait des recherches, puis finalement, la première année, pour les élèves qui vont être plus nationaux, donc des élèves qui vont être québécois, ou les élèves qui sont dans des pays qui ont déjà signé des ententes avec le Canada, eux, ils vont payer 23 000 $ par année, la première année. Ça, c'est les élèves qui sont nationaux. Maintenant, pour les étudiants internationaux, sachez que la première année de formation en médecine équivaut à 84 960 $ la première année. C'est ça. Et pour 7 ans de formation avec la spécialisation et tout, you need money. À moins que tu bénéficies d'une bourse ou bien que tu aies simplement les moyens. Donc, c'était un peu ça, quoi. Au niveau de l'Université de Toronto, c'est 84 960 $ par année de formation en médecine. T'inquiète pas, je te mettrai le lien en barre d'infos pour que tu aies plus de détails.
Maintenant, en ce qui concerne la formation en informatique, je vous l'ai dit, c'est le métier d'avenir avec la robotique, la programmation, la création des sites web, la création en fait, l'apogée de l'e-commerce, l'informatique, ben, c'est le domaine de l'avenir, le domaine indémodable. Donc, tu veux te lancer en informatique, tu as 3 possibilités. Tu as la possibilité de faire un DEP en informatique ou soutien informatique. Là, tu comprends vraiment soutien informatique. Tous ceux qui ont des bugs au bureau avec l'informatique et tout, tu peux aller les aider. Et au niveau du DEP, j'ai trouvé au moins le salaire de base. Ça équivalait à peu près à 24,24 $ de l'heure. Quand même, pour commencer, hein, 24,24 $ de l'heure avec un DEP. Tu peux faire également la technique au niveau du cégep, ok, format technique en informatique. Et aussi, si tu veux plus loin, tu peux faire un baccalauréat au niveau de l'informatique. N'oublie pas que je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc, c'était un peu ça pour la vidéo. Pour la dernière question, je l'ai répondu dans le direct, mais je vais répondre encore. Ici, au Canada, on fonctionne par session. Ailleurs dans le monde, je sais que c'est plus des trimestres. Ici, une session équivaut à peu près à 4 mois de formation. On a 3 types de sessions. Nous avons la session d'automne qui commence par exemple au mois de septembre jusqu'à décembre. Nous avons la session d'hiver qui commence de janvier à avril ou mai. Et nous avons la session donc qui est vraiment plus condensée, la session d'été qui commence de juin à juillet. Donc, c'est vraiment plus un mois, ok? Donc, les cours sont plus serrés. Et aussi, les frais de scolarité, on les paye en 2 tranches par session. Ce n'est pas par mois. Ici, on paye vraiment au début de l'année. Et donc, tu peux faire 2 versements. Soit tu peux payer one shot, mais tu payes au début de l'automne, genre en septembre et en novembre. Et pour janvier, tu peux payer janvier et début février. Et pour l'été, bien évidemment, il y a juste un seul versement. Donc, c'est un peu ça pour la vidéo. J'espère avoir vraiment répondu dans toutes les questions que j'ai eues sur Facebook et ceux que j'ai eues dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, allez-y, Facebook, Instagram, YouTube. J'essaierai de répondre dans une autre prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Likez la vidéo, abonnez-vous. Vraiment, je veux que vous likez la vidéo si elle vous a été utile, pour que je sache un peu c'est où vraiment votre intérêt, et aussi simplement pour me montrer que vous me soutenez, que vous aimez mon contenu. Donc, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.